Mon nom Jeffrey. J'aime le S. C'est nice. Ça, c'est mon île, Little St. James. Ça, c'est Donnie, le violoniste de l'île. Vilain, vilain. Ça, c'est ma maison. Bienvenue. Lui, mon voisin, il est souffrance dans mon trou de balle. Là on rigole, mais dire que Borat, il nous a vraiment prévenu pour Epstein. Ouais, dans le film Borat 2, Sacha Baron Cohen, il fait pas juste de la provocation. Non, il balance un avertissement déguisé en comédie. En fait, tout le pitch du deuxième film, il est assez glaçant, c'est il doit offrir sa fille en fait à un riche américain. Que ce cadeau signifie esclavage S. Donc il demande à un américain lambda ce que veulent vraiment les riches de ce monde. Et là, le mec lui répond rien, mais la caméra se tourne vers un extrait qui est réel. C'est là où Donald Trump et Jeffrey plaisantent ensemble sur les femmes présentant une soirée mondaine. Donc le message est ultra limpide, c'est que les riches, ils achètent ce qu'ils veulent. Donc les enfants deviennent de la marchandise. T'as des parents qui sont prêts à vendre leurs enfants. Et c'est tout un business justement qui a été révélé là récemment dans les fichiers Epstein. Parmi les trucs qui auraient dû nous mettre une puce à l'oreille, il y a ce jeu vidéo là sur la Xbox. Fun Island, avec le même temple rayé là. Les personnages que tu choisis, c'est des enfants. Bon ok, pour celui-là c'est un fake. Mais celui qui a réellement essayé de nous prévenir sur les délires des élites depuis des années, c'est Mel Gibson. En particularité sur Hollywood. J'ai fait d'énormes recherches là-dessus. Et après tout ce que j'ai trouvé, c'est bien pire que ce que l'on imagine. À l'époque, personne l'a écouté. On l'a rangé dans la case mec instable. Et aujourd'hui seulement, des gens commencent à comprendre ce que lui, il racontait déjà il y a 20 ans. Même si tu penses être solide. Peu importe à quel point vous êtes fort, cet endroit va vous broyer. Et vous allez lui en vouloir pendant un moment, puis il faut lâcher prise. Sinon, vous allez vous dévorer de l'intérieur. Ici, je pense qu'il faut avoir une résistance d'un cafard pour survivre dans cette ville. Et dans les années 80-90, Mel Gibson, il était intouchable. Il opère à un niveau où les studios valident tout ce qu'il veut. Parce qu'en 96, il y a Braveheart, il triomphe aux Oscars, 5 récompenses, c'est meilleur film, meilleur réalisateur. Et sur scène, Gibson, il se fout de sa propre gueule. Ah, ils n'ont eu aucun problème à confier les rênes à un imbécile fiscal. Franchement, ça demande un vrai courage. Ah là, tout le monde rit, tu sais, pour Hollywood, c'est tout à fait normal. Tant que tu rapportes de l'oseille, ça passe. Mais déjà, tu sens que le regard de l'industrie de lui, il commençait à se différer. Et en 98, dans une interview pour Playboy, au milieu des discours promotionnels classiques, il lâche une phrase qui fait tiquer. Il parle d'un producteur, sans le nommer, mais il raconte sa vision des femmes dans le cinéma. Il m'a dit, les femmes à l'écran, c'est soit nues, soit mortes. Et les deux, c'est encore mieux. Ah ouais, carrément, donc je pense que vous commencez à tilter de qui il parle. Et ensuite, il est interrogé sur le contrat social qu'il y a à Hollywood. Et il a décrit une règle implicite du système. On ne peut pas se mettre en colère. On ne peut pas laisser ça nous atteindre. Parce qu'il faut passer un accord avec tout le monde. Et c'est presque implicite à un moment donné. Et pourtant, tout le monde comprend qu'à un moment donné, on va se faire écraser par des gens à qui on a rendu des services. Et à ce moment-là, Mel Gibson, il est exposé en permanence. Et il commence déjà à mettre des mots sur des pratiques de qui, à l'époque, personne ne parle. Enfin, pas ouvertement. Mais avec le fait qu'il rapporte plein d'argent à l'industrie, personne s'attarde sur ses propos. Mais le truc avec Mel Gibson, pourquoi il s'est permis, en fait, d'avoir ce genre de réflexion, c'est parce que lui, à Hollywood, il s'est fait tout seul. C'est pas Hollywood qui l'a élevé, en fait, qui lui a donné les règles à suivre. Lorsqu'il est arrivé d'Australie, c'était déjà une méga star. En fait, Mel Gibson, lui, il vient d'une famille normale. Il avait pas de parents influents. Il avait pas de réseau. Il avait pas de plan de carrière. Déjà, il s'est mis à étudier du théâtre parce que sa sœur l'a inscrite sans lui demander. Ensuite, il a passé le casting pour Mad Max, donc à l'époque, le film qui avait cartonné. Et en fait, il est venu au casting après une bagarre la veille dans un bar. Il avait la gueule gonflée et les directeurs du casting, ils se sont dit « Ah ouais, lui, avec cette gueule, on dirait vraiment un survivant post-apocalyptique. » C'est exactement ce qu'ils cherchaient. Et donc, il y a le premier rôle de Mad Max et le film cartonne, genre du jour au lendemain dans le box-office. Et donc, Mel Gibson, c'est vraiment les rares histoires où le mec s'est réveillé et il est devenu connu, sans forcément le vouloir. Donc, lorsqu'il a débarqué à Hollywood pour jouer dans L'Alarme Fatale, c'était déjà une méga star. Et il avait pas besoin de suivre des règles de quelqu'un, c'est lui qui imposait ses propres règles. Et en plus de ça, vu qu'il a été élevé loin de tout ça, il aimait pas beaucoup l'industrie. Ouais, lui, il a des regards beaucoup plus traditionnels, tu vois, il est très catho, très famille traditionnelle, donc chez Hollywood, c'est rare. En fait, là où beaucoup apprennent que c'est l'industrie de Hollywood qui fonctionne comme une religion, que tu peux y avoir accès seulement après la soumission, lui, il a sauté toute cette phase. Mais en parallèle, il a plein d'autres soucis. Déjà, il a des problèmes d'alcool, il a des problèmes de famille, il est violent avec
sa femme. Et surtout, il y a des scandales où lorsqu'il est bourré, il balance des propos, il insulte des communautés. Ah, déjà, à l'époque, le gars, il s'est fait cancel, mais de partout. Donc, bien sûr, il y en a qui disent qu'il s'est fait cancel parce que, justement, il a commencé à révéler, donc c'est secret d'Hollywood sur ce producteur qui est en fait Harvey Weinstein. Ouais, c'est lui le producteur dont il parle, qui veut voir les femmes dans un film soit nues, soit mortes. Et seulement 20 ans après que Mel Gibson en a parlé, bah, seulement il a été arrêté. Parce que pendant que Gibson est publiquement détruit, Weinstein, lui, tout va bien. Alors, il y a des rumeurs qui courent depuis des années, des accusations qui circulent, t'as des blagues qui se disent dans les cérémonies. En fait, tout le monde le sait, mais personne n'en parle. Un conseil pour les jeunes dans cette industrie ? Alors, je sais que je devrais peut-être pas le dire, ça va pas plaire à tout le monde, mais si un jour Harvey Weinstein vous invite à une after party, il ne faut pas y aller. Ah bah elle, sa carrière, elle s'est fait démonter. Et c'est seulement en 2017, après 80 accusations par les femmes, l'actrice Rose McGowan qui parle des décennies d'abus, mais elle aussi, malheureusement, elle se retrouve blacklistée. Et encore, Weinstein, c'est juste l'exemple le plus connu. Il est loin d'être tout seul, t'as Roman Polanski, qui plaide coupable en 1997 pour des relations illégales avec des minicums. Il fuit les États-Unis et 26 ans plus tard, aux Oscars 2003, il remporte le prix du meilleur réalisateur sous une standing ovation. Tout Hollywood, ils applaudissent. Goes to Roman Polanski for the pianist. T'as Woody Allen aussi qui fait face aux accusations de sa fille adoptive. Dans tous les Epps Files, il est partout, on voit son nom, ils se sont vus des milliers de fois avec Jeffrey. Mais aucune conséquence. Il continue à tourner, à sortir des films à gros budget. Même logique avec Bryan Singer. Accusations multiples, arrangements financiers. Et pourtant ce réal, il continue d'être embauché, il a fait Bohemian Rhapsody. Ça inquiète personne. Bon, après, Mel Gibson, il a beaucoup fait de la dumps. Il a des propos qui sont insoutenables. C'est loin d'être un gentil juste comme ça. Mais petit à petit, il a réussi à faire son retour progressif. Il y a Robert Downey Jr. qui a demandé qu'on le réintègre. Il y a plein d'amis stars comme Whoopi Goldberg ou d'autres. Ils ont supplié pour qu'on le réintègre chez Hollywood. Et au final, petit à petit, il a recommencé à faire des films. Jusqu'à ce que là, récemment, en 2023, il a sorti Sound of Freedom. Un film sur le trafic d'enfants qui a été très rapidement mis au placard de l'industrie. Ah, ça, on n'en parle pas. Et le film insiste clairement sur une idée très dérangeante. C'est donc des personnes puissantes qui seraient impliquées dans les réseaux de trafic et des problèmes seraient couverts à l'échelle internationale. Donc clairement, on comprend qui vise, hein, surtout avec tout ce qui est sorti aujourd'hui avec Epps. L'un des problèmes les plus troublants de notre monde aujourd'hui est la traite des êtres humains. Et en particulier la traite des minicums. Alors pendant très longtemps, on s'est moqué de lui pour ses dénonciations des réseaux PDF, du fait que ça impliquait des gens riches et influents. Sauf qu'avec l'affaire Jeffrey Epps, on comprend que Mel, il avait raison depuis le début. Et tous les propos qu'il avait qui passaient pour des théories de complot, bah ce sont devenus des faits qu'on ne peut plus ignorer. Et ça a duré depuis des années. Et c'est un des rares qui a essayé de nous avertir. Ah, de toute façon, en ce moment, il y a trop de complotistes qui sont en joie totale. Il y a que les platistes qui sont là, qui regardent tous les autres complotistes en train de s'enjailler et ils se disent « c'est quand qu'on va révéler que la Terre est plate, là ?» Donc, s'il te plaît, je te demande de mettre un gros like, là, tout de suite, pour cette vidéo. Je suis en déplacement, là, mais j'essaie d'en faire le maximum pour sortir des vidéos, pour vous informer sur ce qui se passe. Donc, votre soutien, c'est le plus important pour moi. Comme pour les autres vidéos, je vous remercie. C'est un sujet important, il faut que ça soit partagé. Dans les commentaires, toi, deviens la personne qui a essayé de nous prévenir. Et alors, balance le blaze de la célébrité que tu penses qui va sortir bientôt dans les nouveaux fichiers qui vont être bientôt révélés, là. Parce que, ouais, il y a une nouvelle dose de noms de gens super connus et puissants qui va sortir, là. Et moi, je serai dessus pour vous analyser tout ça. Et pour m'encourager, tu commentes Epps. C'est notre code secret à nous. Allez, c'est parti. Et parmi les autres qui essaient de nous avertir, en 1990, il y a eu le film de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, les yeux grands fermés. Un film sur le S, le pouvoir, les élites, les rituels, les masques et le silence. Et 4 jours après avoir livré le montage final de son film au studio, Stanley, alors officiellement, crise cardiaque. Officieusement, beaucoup trouvent que le timing est beaucoup trop parfait. Alors beaucoup de gens du milieu racontent qu'en fait Kubrick était fou furieux contre leur studio parce qu'il voulait remonter son film, qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qu'il avait fait. Alors il s'est disputé très violemment avec les dirigeants du studio, il aurait hurlé que c'est son film et qu'il n'avait pas le droit de le couper. Et le plus triste, c'est que après ça, le film est sorti, mais amputé, monté différemment. En fait, t'as des scènes qui disparaissent, des images qui sont jugées beaucoup trop dérangeantes ne verront jamais le jour. Mais qu'est-ce qu'ils ont découpé? Qu'est-ce qu'ils voulaient nous montrer, Stanley? Parce que ce qu'ils voulaient nous montrer dérange encore plus aujourd'hui qu'en 1999. Parce que oui, Eyes Wide Shut, c'est exactement le monde qu'on va découvrir avec Jeffrey Epps. Des hommes puissants, cachés derrière leur masque, des lieux privés ultra sécurisés, des victimes réduites au silence. Et une règle absolue, c'est tu vois, tu sais, mais tu te tais. Déjà, rien que le titre, Eyes Wide Shut, bah, c'est un oxymore. Les yeux grands fermés. En gros, en fait, on voit, mais on choisit de pas voir. On me voit, on me voit plus.
C'est exactement le cœur du scandale Epps. Un système connu, commenté, chuchoté, puis ignoré pendant des années parce que ça impliquait beaucoup trop de gens puissants. Puis il y a ce personnage de l'homme charismatique aux cheveux blancs. C'est bien sûr une référence à Jeffrey. T'as les scènes du rituel qui n'est pas là juste pour faire joli. Tout est codé, t'as des mots de passe, les hiérarchies, les sacrifices humains, et cette démonstration d'impunité totale dans le film en fait. En plus, Kubrick, il fait partie des réalisateurs qui n'inventent jamais au hasard. Donc justement là, pour réaliser ce film, il a passé beaucoup de temps avec ces gens du milieu, donc de ces organisations très fermées. Parce que lui, en réalité, il a été très souvent invité à ce genre de soirées privées. Et un autre détail qui alimente ses soupçons, c'est Larry Selona. En fait, c'est le journaliste new-yorkais qui a annoncé la de Jeffrey Epstein, il a dit qu'il s'est suivi, mais il a aussi travaillé comme conseiller pour le film de Stanley Kubrick. Et dans le film, on retrouve justement le personnage de journaliste chargé d'étouffer une affaire après la mort suspecte d'une femme, liée à ce cercle d'élite. Donc c'est clairement une référence. Puis la scène à la fin, qu'on soupçonne justement d'avoir été coupée parce qu'il voulait montrer ce trafic de minicum. On voit le magasin de jouets, le lieu le plus innocent possible, et cet enfant qui disparaît du cadre, pendant que les parents parlent. Et pour confirmer cette théorie, regardez la peinture qu'il y a au-dessus du lit de l'enfant. C'est clairement marqué SEX. Il transmet le même message que Mel Gibson. Et après, c'est silence, malaise, on sait pas quoi penser. Comme si vraiment la fin était coupée en montage. Alors Kubrick, il a pas dénoncé des noms, il a juste montré un système. Et quand plus de 20 ans plus tard, on découvre des îles secrètes, des réseaux protégés, des gens du plus haut niveau, bah Eyes Wide Shut, ça ressemble à un avertissement. Parce qu'en 99, Epps, il faisait déjà des soirées. Mais le plus triste, limite, ça serait que si Kubrick ne parlait même pas de lui, ça voudrait dire qu'il décrivait une autre organisation secrète, mais qui fait la même chose. Qu'en fait, il y en a plein. Et que Jeffrey Epps, en fait, c'est juste la partie visible de l'iceberg. En fait, c'est choquant, mais c'est comme ce qu'il a dit le prof de Sciences Po là qui a été invité chez BFM. Quand on creuse un peu l'affaire Epstein, on s'aperçoit que c'est le fonctionnement quotidien des systèmes démocratiques. Alors attendez, vous dites c'est le système quotidien, oui. vraiment ? Oui. Ah, c'est d'une banalité. C'est-à-dire mêler pouvoir, agent, criminalité, pour vous, c'est banal ? C'est absolument banal. C'est-à-dire, dites-nous plus, parce que là, ça, moi, excusez-moi, je connais pas de dirigeants politiques forcément qui sont mêlés dans tous les réseaux criminels. Vous avez peut-être zappé des cours d'histoire dans votre école de journalisme, mais je veux bien que vous me les rappeliez alors. Et déjà que les Français ont tendance à être un peu complotistes en ce moment. Mais c'est pas du complotisme, c'est documenté. Non, il y a une douzaine de bouquins qui parlent de ça. Donc vous arrivez à quelle conclusion, pardon ? Que c'est comme ça que fonctionnent les démocraties. Ah, il a choqué tout le monde sur le plateau. Michael Jackson m'a empêché de monter dans un avion pour cette petite île. Alors quand Macaulay Culkin dit ça à propos de l'île de Monsieur Epps, bah, tout le récit qu'on connaissait autour de Michael Jackson, il s'effondre. Je vous demande à tous d'attendre la vérité avant de me juger ou de me condamner. Tout au long de ma vie, j'ai seulement essayé d'aider des milliers et des milliers d'enfants à vivre des vies heureuses. J'en ai les larmes aux yeux quand je vois un enfant souffrir. Je ne suis pas coupable de ces accusations. Alors pendant des années, Michael, il a été présenté comme le coupable idéal, le monstre parfait quoi. Sauf qu'avec les dossiers Epps, il y a un détail qui dérange sérieusement, c'est que il n'y a aucune preuve depuis que tous les fichiers sont sortis. Le prénom de Michael n'apparaît jamais dans un contexte douteux. Il y a des rares photos qui circulent qui n'ont rien à voir avec l'île ou un contexte louche. Elles viennent juste d'événements caritatifs. Moi je me demande aussi pourquoi il y a cette photo-là qui a été censurée. C'est un peu un sale coup parce qu'en fait c'est les enfants de Michael. Il y a rien de malsain. Et surtout les témoignages de Culkin, il est pas isolé, il y en a plein comme ça. T'as aussi Aaron Carter qui a expliqué qu'il a refusé de mentir à l'agent. J'ai regardé les 4 agents FBI et j'aurais dit « Mais vous êtes fous. Vous pensez que je vais vous dire que Michael a fait quelque chose de mal pour qu'on puisse le poursuivre et le soutirer de l'argent ?» Ma mère disait qu'elle pensait que quelque chose s'était passé. Mais cet homme n'a été qu'hospitalier, gentil et aimant. Et à partir de ce moment-là, une autre lecture devient évidente. Neverland, donc le parc d'attractions de Michael Jackson, n'était pas un repère à Ham Ham, mais c'était un refuge. Un endroit où Michael gardait les enfants loin des vrais prédateurs de l'industrie. En fait, c'est comme s'il disait un peu « Ces enfants-là, c'est mes amis, n'y touchez pas ». Et ça plaisait pas à l'industrie. Il n'y a qu'à se rappeler du film Moonwalker, sorti en 1988, qui a été écrit par Michael Jackson, où il joue son propre rôle et il protège des enfants alors qu'il est poursuivi par une organisation criminelle. Et le vrai problème pour Hollywood, c'était que Michael Jackson, il s'est pas contenté juste de défendre les enfants. Non, il a aussi dénoncé l'industrie. Il a attaqué frontalement Tommy Mottola, patron de Sony à l'époque, qui est aujourd'hui cité des multiples fois dans les fichiers Epps. Il y a par exemple Jeffrey qui lui a écrit « Oui,
Des maisons et une salle de massage supplémentaire pour toi, avec du verre par balle. C'est super malsain. Et Michael, il expliquait comment les maisons de disques exploitent, manipulent, détruisent les artistes. Surtout quand ils essayent de reprendre justement le contrôle comme lui. Et Tommy Mottola est un démon. Je ne suis pas censé dire ce que je vais dire maintenant, mais je dois vous confier un secret. Les maisons de disques profitent des artistes. En tant qu'artiste chez Sony, j'ai généré plusieurs milliards de dollars pour eux. Ils pensaient que mon esprit était toujours focalisé sur la musique et la danse. Mais ils n'auraient jamais pensé que ce performeur que je suis puisse réfléchir plus vite qu'eux. Je quitte Sony et ils sont très en colère contre moi à cause de ça. Et il a quitté Sony, mais il leur a mis à l'envers. Ouais, parce qu'à l'époque, Michael Jackson possédait son catalogue de chansons et aussi le catalogue des Beatles. Et quand il a quitté Sony, donc libre, propriétaire et incontrôlable, bah ils l'ont puni. Désolé pour ces éclairages qui changent, je suis pas chez moi là. Mais le plus important, c'est que Michael était entouré de gens très louches. Et il savait qu'il l'utilisait. Selon sa sœur, la Toya, il était terrifié. Et elle est convaincue qu'on s'est débarrassé de lui. Absolument. Et je n'en douterai jamais. Michael me disait qu'ils allaient le fut-fut. Il avait peur pour sa vie. Des gens s'immiscent dans votre vie, ils vous contrôlent, manipulent vos finances, et vous devez faire ce qu'ils vous disent. Mais c'est quand même ouf que cette élite, dans les fichiers d'Epstein, ils ont accusé Michael pour un truc que eux ils faisaient. C'est un niveau d'hypocrisie et de mythomanie, mais... Et Kanye West, il a aussi dénoncé qu'ils ont Michael. Et si j'avais pris ces médicaments, je ne serais pas là aujourd'hui. Oh là là, le pauvre, il avait des soucis, il nous manque, on aime trop sa musique. Ils l'ont fait à Britney Spears. Ils l'ont fait à Michael Jackson. Et il en sait quelque chose. Et Kanye, lui aussi d'ailleurs, il a prédit il y a longtemps de tous les visiteurs sur cette île de Heps. Il a essayé de nous avertir dans son clip vidéo en 2006. Vous vous rappelez du clip New Workout Plan? Bah regardez bien ce qui se passe dedans. Là, regardez là, vous voyez? Donc ça, c'est un enfant qui se fait entraîner par les jambes. Et donc après, bam, gros plan sur tous les vrais visages. Et qui est sur le mur? Vers qui vont ses enfants? Donald Trump, Jay-Z, Didi, Bill Gates. Exactement tous ceux qui sont cités dans les fichiers Heps. Enfin, hormis Didi, mais bon, lui, il a ses propres fichiers. Et au moment où est sorti le clip, c'est justement l'époque où tout le monde allait sur cette île. Et Jim Carrey, vous vous rappelez de ce qu'il a sorti au Late Night Show? So I just wanted to keep it real. I think I'm going over to Puff Daddy's house. Alors Jim, c'est carrément le mec qui fait le clown, mais avec ce petit regard de « ouais, je rigole, mais j'en dis beaucoup plus ». Donc sur le plateau, il balance des allusions aux symboles du show business qui distrait tout le monde. Et il se moque du côté genre « on fait semblant de pas savoir ». C'est quoi ça? Un signe gangsta? Comme si tu ne sais pas ce que c'est. Je n'ai absolument aucune idée. Tu ne sais pas ce que c'est. Jimmy Fallon ne le sait pas, David Letterman ne le sait pas, aucun comédien ou représentant du show business ne sait pas ce que c'est. Je suis là aujourd'hui pour lever le voile, pour être le grand dénonciateur des Illuminati. Et toi, tu en fais partie aussi. Depuis des années, les animateurs des talk-shows, les gens de la télé, les acteurs des sitcoms travaillent pour le gouvernement. Et leur mission, c'est vous distraire pour vous faire rire, pour que vous restiez heureux, obéissants et complètement ignorants de ce qui se passe réellement. Tu sais ce qu'ils essayent de faire? Attends, ça sonne. Ils essayent de nous transformer en une sorte de robot consommateur. I just gotta get this. Oui, allô, écoute, j'étais sur le point de révéler quelque chose d'énorme, là. Qu'est-ce qui se passe? Désolé, Jimmy. J'ai été brièvement distrait par mon iPhone 6 Plus. 6 Plus. Je pense que ce que je voulais vraiment dire, c'est que les gens vont adorer Dumb and Dumber ce week-end. Alors par la suite, des témoins qui étaient présents sur l'émission lors du tournage disent que personne n'a rigolé pendant que ça se passait et que tous les rires ont été ajoutés au montage. Le public était terrifié, c'était genre on pouvait entendre une mouche voler, tellement il y avait cette ambiance de vérité balancée. Et là où ça devient vraiment sombre, c'est qu'après cette séquence là où il a tourné le lalala, sa vie elle part en vrille. Sa compagne à l'époque, Katharina White, elle en 2015, mystérieusement. J'en ai parlé dans ma vidéo sur Jim Carrey. Donc officiellement elle a fait une overdose de médicaments, donc ça a été classé comme suicide. Et derrière on a accusé Jim Carrey de lui avoir fourni ces médicaments. Donc on l'a traîné dans la boue, on a insinué que c'était un monstre. Donc même s'il n'a pas été accusé officiellement, le message, il est passé très clairement. Dans cette industrie, tu peux faire le fou tant que tu veux, tant que tu vises pas trop juste. Et là récemment, après que tous les fichiers sont sortis, il y a eu cette vidéo de Jim Carrey qui a beaucoup tourné, où il a parlé de kidnapping d'enfants. Des enfants, ce n'est pas ce que font les grandes nations. En Amérique, on est mal informé. Les émissions de télé-réalité ont complètement déformé notre idée de ce que c'est un héros.
et de ce que c'est la vérité. Et t'as aussi un ancien agent de la CIA qui a expliqué un mécanisme qui te retourne l'estomac. En fait, il a parlé qu'il existe carrément des familles qui feraient naître des enfants exprès, hors système, sans papier, pour les vendre justement à ces élites ultra riches. Donc des enfants sans existence administrative. Ces enfants ne sont pas seulement qui... Dans certains cas, ils ont été élevés par des familles, comme une culture de rendement. Aux États-Unis, on a des gens qui font des enfants dans le but de les vendre. Et quand ils ont vendu, on ne fait pas d'acte de naissance. Ce qui veut dire qu'il est plus facile de les sans que personne ne demande où ils sont. Ah, je vous jure, c'est dégueulasse de le traduire, ça. En tout cas, Jim Carrey, il fait partie des artistes qui n'ont pas été dans le fichier. Et même si, bon, c'est pas non plus un mec parfait, Jim, je trouve que sur ce coup-là, t'as envie de le croire. Et avec bien sûr toutes les révélations sur les dossiers Epps, beaucoup ont revu le clip de Justin Bieber, Yummy. Parce que déjà, le mot Yummy, donc délicieux, revient des centaines de fois dans les documents de Epps. Et c'est souvent associé à de la nourriture codée. À l'époque, déjà, ce qui est chelou, c'est que Bieber, quand il faisait de la promo pour ce morceau, il a fait avec des photos de bébés. Tu sais, et des hashtags comme pizza, yummy. Alors qu'on sait que pizza, pareil, ça fait partie des mots codés. Et dans le clip, donc Justin arrive à un dîner d'élite, les tables remplies de vieux riches, ambiance glauque, nourriture bizarre, rose fluo. T'as des passages pendant le tournage où on voit Justin qui est en bad total, on dirait qu'il est en dépression. Et à la fin, il ne reste plus que lui, un vieil homme et un majordome. Et sur la table, un gâteau, sa tête plantée dedans et le mot yummy. Alors officiellement, Bieber dirait que la chanson parle beaucoup de sa vie perso, mais il n'expliquera jamais en quoi en détail. Et c'est seulement maintenant qu'on comprend que Yummy, c'était pas un love song, c'était un avertissement. Un message crypté mais sorti beaucoup trop tôt. On n'avait pas encore toutes les clés pour comprendre. Et du coup, quitte à parler des clips, il y a aussi le clip chelou de Katy Perry, Bon Appétit. Bon, déjà, le titre est assez perturbant. Puis il y a toujours cette allégorie à la pizza. Pourquoi pizza? On voit Katy Perry malaxée comme de la pâte. Genre, c'est elle la pizza. On sait que Katy Perry, elle a démarré très jeune dans cette industrie. Et puis surtout, ce qui est super bizarre, c'est que le carrelage du clip est exactement que celui dans la maison de Epps. Puis ensuite, elle est assaisonnée, mijotée dans une casserole et servie sur une table. Tu sais qu'ils mangent du jerky. Ce n'est pas des conneries, c'est vrai. Donc c'est pas seulement des chiens ou des chats. Pas seulement des animaux de compagnie, non. Ce sont des véritables vampires. Et à la fin, elle est assise seule avec une tarte aux cerises. Et on voit un pied humain qui dépasse de la tarte. Je pense que tous les codes sont là, on comprend. Alors ni Katy Perry ni Justin Bieber, ils sont pas dans les fichiers de Epps. Ce qui a fait beaucoup de mal au public, par contre, c'est que Matt Groening, le créateur des Simpsons, lui, y est. Et bien sûr, tous les fans, enfin, ils comprennent pourquoi les Simpsons, ils ont prédit tout. Parce que peut-être qu'ils avaient des informations internes. Les Simpsons ont prédit Jeffrey Epstein. Bon, ok, je rigole, ça c'est fake. Mais par contre, ce qui est vrai, en fait, dans un des emails, déjà, Matt Groening est décrit comme un très bon ami. Plusieurs documents évoquent aussi des rendez-vous programmés avec Groening, ce qui renforce l'idée que c'était pas juste un contact lointain, mais du coup qu'il avait des informations internes à ce milieu. Et à partir de là, Internet s'est enflammé. Et si les Simpsons ne prédisaient pas l'avenir, mais montraient à l'avance ce que les élites prévoyaient de faire? En gros, c'était pas une coïncidence, mais un teaser géopolitique. Et il y a surtout un épisode qui revient en boucle, c'est l'épisode 6 de la saison 12, où Homer est kidnappé et envoyé sur une île secrète pour avoir beaucoup trop balancé dans son blog. Et à l'écran, il y a un message qui clignote, c'est « Attention, des gens puissants sur une île, quelque part dirigent secrètement le monde. » Alors dit comme ça paraît comme une blague, mais relu aujourd'hui avec les informations qu'on sait. Et quitte à parler des dessins animés, il y a Monstres et compagnie. Tu te rappelles de ce magnifique dessin animé? C'est un film pour les enfants, soi-disant. Et pourtant, quand on le regarde avec un peu de recul, difficile de pas y voir autre chose qu'un simple divertissement innocent. En fait, le film nous présente une multinationale gigantesque, structurée, hiérarchisée, avec un logo très clair. C'est un œil placé au centre. Et à l'intérieur, les employés ne sont pas juste des ouvriers anonymes, ce sont des stars. Ils ont des cartes à collectionner, des fans, une reconnaissance publique. Dans la rue, on les salue, ils incarnent l'élite du système. Exactement comme les célébrités d'aujourd'hui. Et leur mission est simple, mais surtout secrète. Chaque nuit, ils se rendent dans les chambres d'enfants du monde entier et une règle absolue revient sans cesse, c'est que si les parents découvrent la vérité, tout s'effondre. Tout ça parce que ces monstres ont besoin de quelque chose qui vient des enfants. Une énergie. Elle est matérialisée par des réservoirs rouges, remplis uniquement lorsque l'enfant est poussé à un niveau de terreur extrême. Il doit crier longtemps. Ce n'est qu'à ce prix-là que l'énergie est extraite et stockée. Puis redistribuée à des méga riches pour alimenter un système. Franchement, c'est pas une métaphore de ouf quand même. Un truc rouge qui sort des enfants.
Ce sont de vrais vampires. Ils boivent le liquide rouge des humains. Et qui t'a parlé des dessins animés, je vous jure, vous allez devenir fou, mais Bob l'éponge est dans les fichiers HEPS. Ouais, sur le permis de conduire de Bob, son adresse c'est 124 Conch Street, Bikini Bottom. Et donc lorsqu'on tape cette adresse sur Google Maps, ça envoie pile sur l'île de Jeffrey Epps, la Little St. James. Alors c'est pas super bizarre quand même? Parce que le générique commence par une île, seule au milieu de l'eau. Une île isolée, secrète, inaccessible. Exactement comme l'île de Jeffrey. Et dans beaucoup de témoignages dans les fichiers de Epps, ils disent qu'ils utilisaient des épisodes de Bob l'éponge pour divertir les enfants, pendant que d'autres... on faisait tous les trucs horribles avec eux. Et un autre détail qui circule partout, c'est le logo de Nickelodeon. La tache orange correspond parfaitement à la forme de l'île. Avec le même petit îlot à côté et tout là, c'est beaucoup trop précis pour que ça soit accidentel. Alors, coïncidence ou un système bien caché sous la mer? Alors Meyagadou, n'oublie pas de mettre un maximum de likes. Commentez Hebs dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres théories, j'ai pas cité tous les gens qui nous ont prévenus. Alors dans les commentaires, dites-moi ce que j'ai oublié. En tout cas, on est là pour en débattre tous ensemble. Bon, moi il fait tard, alors je vous fais un maximum de Yagatakis et j'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver, mais très bientôt. Je m'amuse. C'est quand même.